Assalamu alaikum. Bonsoir, bonjour, ça dépend où vous êtes. Hamid avec vous depuis Jardin Hirak. Comme vous voyez, je suis en plein travaux. J'ai refait les périmètres avec des clous, comme ça ils vont être plus stabilisés. J'ai tourné la terre plusieurs fois, comme vous voyez. Et je vais planter des tomates, des poivrons et tout ça la semaine prochaine. Là, vous voyez l'ail, toujours il grandit depuis septembre, l'année dernière, septembre, octobre. Et il y a aussi les oignons entre les quelques gousses d'ail. Vous voyez. Donc nous sommes fin avril. La semaine prochaine c'est mai. Donc week-end prochain je viendrai pour planter. Là je continue à travailler. Il y a les raisins qui reviennent. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de la politique internationale. C'est quoi la géopolitique, la géostratégie, tout ça. Les gens parlent de ça. Ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Et je vais particulièrement, je vais parler de la relation de la France avec l'Algérie et le Maroc. Vous allez voir, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Je reviens vers ma voiture, il y a un peu d'ombre. Et on va faire notre live, comme on dit, dans quelques minutes. Je vais installer le trépied. Comme ça. Ça donne le temps aux gens de rentrer et de me dire est-ce que le son est bon. Voilà. Commence à faire chaud ici. C'est bientôt l'été. La caméra est trop loin. Je vais peut-être baisser le trépied. Désolé, la logistique. Voilà, peut-être ça c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Alors, سمحوا لي كاينه الشمس بزاف. Alexander, wa alaykoum salam, Zoul, Katrina Oulas, Zoul. Est-ce qu'il y a déjà les premiers commentaires par rapport à la géopolitique
Qu'est-ce que vous pensez de la géopolitique? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ah, moi je prends une pause parce que il est quelle heure là? Il est 1h30 ici de l'après-midi et je suis venu à peu près à 11h30. Il faisait déjà chaud. Je commence à travailler un petit peu, à nettoyer plus le jardin comme vous voyez. Et je me suis dit je vais parler un petit peu de la géopolitique. Alexandre il dit نظام الشرعية الخارجية خطر على الجزائر. On parlera de ça. On parlera de ça. Effectivement, l'Algérie, du fait de sa position, elle appartient à plusieurs blocs régionaux, malheureusement, sans pour autant en prendre un grand avantage. Elle appartient au groupe de l'Afrique du Nord, et pourtant il n'y a pas d'Afrique du Nord. Elle appartient au Sahel, et pourtant il n'y a pas de groupement Sahel. Elle appartient au bassin méditerranéen, elle ne prend pas avantage de ce bassin méditerranéen. Elle fait partie du monde arabe, soi-disant, elle ne prend pas avantage. Elle fait partie de l'Afrique, elle ne prend pas. Je me demande où sont les avantages. La géopolitique ou la géostratégie, c'est comme son nom l'indique, c'est la géographie. Donc, toute politique qui est liée à la géographie, à la position ou l'emplacement de ton pays. Et l'Algérie, comme on le voit, et en plus de ça, la taille du pays, le plus grand du point de vue superficie, le plus grand pays du continent africain. Et tous ces avantages, ils ne sont pas exploités comme il faut. Le régime algérien dépend d'une légitimité extérieure, ce qui menace les intérêts du peuple algérien. Effectivement, peut-être c'est pas le mot légitimité, mais effectivement, mais il n'y a pas que l'Algérie. Hein. Tous les pays, de toute façon, vous ne pouvez pas exister. Les pays, ils n'existent pas. Les pays, ils coexistent. Les peuples coexistent. On ne peut pas exister que par soi-même. Autrement, on ferme toutes les frontières et on vit à l'intérieur et on échange avec personne. Donc, c'est de la coexistence. Même les grands pays, vous voyez, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe, c'est des pays qui s'unissent entre eux, mais qui s'ouvrent à l'extérieur d'une certaine manière. Ils font du commerce, des échanges, et ils vont à l'extérieur pour faire des investissements, pour avoir de l'influence. Et effectivement, l'Algérie, quand Xavier dit que l'Algérie, elle dépend de la légitimité extérieure, c'est-à-dire que l'Algérie, c'est pas l'Algérie, moi je dirais le régime algérien, ce n'est même pas le régime parce que c'est un groupe de mafieux qui, eux, existent grâce au soutien des étrangers et dépend des intérêts de l'Algérie. Voilà, si on veut simplifier les choses, en toute simplicité, effectivement, ceux qui sont dans les rouages du pouvoir, ceux qui malheureusement ont pris le pays en otage, leur survie dépend des soutiens et de la complicité de l'étranger. Et on le voit très très bien que l'Algérie subit des pressions de toutes parts. Et je l'ai dit depuis des années et des années. Je disais que ce régime est en train de faire de la gymnastique diplomatique. Et à force de faire de la gymnastique, les étirements, et bien à un moment donné ou à un autre, vous vous éclatez parce que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. C'est ça le problème du régime mafieux que nous avons en Algérie. Il représente des intérêts étrangers seulement.
Et à un moment donné, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Et justement, c'est d'où le sujet un petit peu d'aujourd'hui, où j'avais dit que j'allais parler de la position de la France par rapport à l'Algérie et au Maroc en particulier. Il y a la Tunisie aussi, mais je vais parler seulement de l'Algérie et du Maroc. Et je vais commencer tout de suite. Et ça ne va pas plaire ni aux Algériens ni aux Marocains. Mais ce n'est pas grave. On est là pour apprendre. C'est une critique négative, mais elle est constructive et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, moi, avant de vous dire de quoi il en est, quelles sont les relations ou les relations entretenues par le régime français ou bien par le système français, la France officielle avec les régimes algériens et marocains, moi, je vous demanderai de réfléchir un petit peu à cette question. Comment se fait-il, pendant les 65 dernières années, dans le cas du Maroc, la France ne s'est jamais fâchée avec les deux régimes en même temps? Comment expliquez-vous que la France, un coup, elle est fâchée contre le régime algérien, et pendant ce temps-là, elle est en très bons termes avec le régime marocain, et vice-versa? Comment se fait-il qu'il y a des moments où le système français, où le pouvoir français est fâché avec les Marocains, et comme par hasard, ils sont contents et ils sont bien avec les Algériens? Posez-vous cette question. Ils ne sont jamais fâchés avec les deux en même temps. Ils ne sont jamais contents avec les deux en même temps. Quelle est la raison? À votre avis, pourquoi? Le Hirak veut un changement radical et un État fort qui fait des relations égales avec les autres pays de manière à préserver les intérêts. Voilà, très bien dit. Alexandre, je ne sais plus comment c'est un pseudo, Corps, Révolte, Alexandre. Très bien dit, tout à fait. C'est exactement ce que nous voulons. Maintenant, je reviens à ma question. Pourquoi le système français, un coup, il est fâché avec le régime algérien, et pendant ce temps, il est très content avec les Marocains ou avec le régime marocain, et il y a des moments où il est fâché avec le régime marocain et il est content avec le régime algérien. Comment expliquez-vous ça? Comment expliquez-vous ça? Les mauvais élèves n'avancent pas. C'est certain. Ce ne sont même pas des mauvais élèves, ce sont des régimes médiocres. Ben, je vais vous dire pourquoi. Le conflit maroco-algérien, c'est la dernière cartouche pour sauver les deux régimes. Oui, bien sûr. Bien sûr que les régimes, quand il s'agit de leur survie, quand il s'agit de leur intérêt, ils deviennent complices. Et tout ce cirque de conflits, menaces de guerre et de je ne sais pas quoi entre les deux, bien sûr, ça sert à leurs intérêts, ils occupent le peuple. Un peuple, pour l'occuper, il y a plusieurs manières. Vous mentez, vous fabriquez des mensonges ou des réalités, et vous fabriquez des ennemis, des menaces, l'instabilité, et vous occupez le peuple. Comme ça, le peuple, vous arrivez à le mobiliser ou à la limite le calmer et le mettre dans un coin. Eh bien, écoutez, mon analyse par rapport au comportement du système français par rapport au régime algérien ou marocain, ça va être, je vais le faire d'une manière un peu vulgaire, peut-être, ça va vous sembler vulgaire, mais c'est des termes qui sont utilisés en diplomatie. Croyez-moi, j'ai entendu ce genre de termes et de comparaisons, même ici à Washington. Et la France,
c'est comme ce monsieur qui a 2 maîtresses. Voilà, tout simplement. Il a 2 maîtresses et il peut pas satisfaire les 2 maîtresses en même temps. Quand il est bien avec une maîtresse, il faut qu'il se fâche avec une autre. Et les régimes algériens et les régimes marocains, c'est des maîtresses. Leur maître, c'est la France, c'est le régime français, c'est le pouvoir français. Et la France officielle ne peut pas être contente avec les deux. Et j'invente pas. Allez voir l'historique des relations algéro-françaises ou maroco-françaises ou franco-algériennes, franco-marocaines, comme vous voulez. Vous allez voir que c'est par intermittence. C'est un coup avec les uns, l'autre coup avec les autres. C'est comme ça. C'est quand on dit Oulad França, en fait, c'est pas Oulad França, c'est les bâtards de la France. La France, au contraire, elle se comporte bien avec ses enfants. Par contre, quand ils sont illégitimes, comme Xavier l'avait dit, effectivement, c'est pas les intérêts. Je parle du Maroc parce que je fais ça dans le cadre nord-africain et aussi parce que j'ai envie aussi de signaler certaines personnes, des Algériens qui se disent hirakistes, mais qui sont à fond avec le pouvoir marocain contre le pouvoir algérien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. S'il y a des problèmes entre les 2 régimes, ça c'est leur problème. Mais je ne vais pas m'aligner avec le régime marocain parce que je ne suis pas d'accord avec le régime algérien. Moi, je suis tout à fait contre cette approche. L'élite algérienne, elle va venir, mais elle traîne. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? En effet, parce que j'avais aussi expliqué par rapport aux Émirats arabes unis qui disaient que c'est leur ennemi, qu'ils essaient de déstabiliser l'Algérie. L'Algérie peut-être, mais pas forcément le régime. Parce que qui était venu au secours du régime pendant le Hirak? C'est bien les Émirats arabes unis, c'est le Qatar, c'est tous les autres régimes arabes. Ils se soutiennent quand il s'agit de la menace démocratique. J'avais expliqué qu'ils ne laisseront jamais, ou bien ils feront tout leur possible pour empêcher une démocratie d'émerger dans n'importe quel pays arabe. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge dans un pays arabe, tous les autres régimes viennent à la rescousse. Ils viennent parce qu'ils savent que ça, c'est pas une bonne chose. On l'a vécu avec la Tunisie. Ils ont étouffé la Tunisie économiquement pour empêcher l'émergence d'une vraie démocratie. Ils ont manipulé beaucoup de choses dans cette transition démocratique en Tunisie et pendant le Hirak, ils ont tout fait pour torpiller notre Hirak parce que même si on réclame nos droits à nous, notre indépendance, mais c'est de façon naturelle
si une vraie démocratie, une vraie indépendance s'installe dans un pays arabe ou en Afrique du Nord, il y aura un effet contagion. C'est naturel, vous ne pouvez pas le contrôler, ça se fera naturellement. D'autant plus que si ça commence en Algérie, le risque est beaucoup plus grand pour eux ou contre eux. Mais ceci dit, j'avais aussi expliqué plusieurs fois que dans une révolution pacifique, il y a 3 éléments qui sont très très importants. Il y a 3 piliers, il y a le vide politique, il y a la mobilisation des ressources et il y a le message. Et le message justement en particulier, il faut faire très attention quand on s'adresse au public à l'intérieur du pays, mais aussi on s'adresse au public à l'extérieur. Et il ne faut pas qu'on donne un prétexte à l'extérieur pour leur dire que nous sommes une menace contre eux. Au contraire, il faut faire très attention, il faut être intelligent et tailler notre discours par rapport à l'audience. Et honnêtement, comme vous parlez de l'élite algérienne, ou bien l'élite ou pas l'élite, hein, l'Algérien en général, nous ne sommes pas là pour dire le roula sur les autres, pour faire les gros bras, sortir nos gros bras contre eux, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est de vivre dignement, de vivre librement, de vivre notre vie en Algérie chez nous. Et nous sommes pour une cohabitation avec les voisins et les voisins lointains. Nous sommes pour ces relations, comme vous l'avez dit Xavier, des relations mutuelles, respect mutuel. Donc il faut faire très attention au message qu'on envoie. Et même le message qu'on envoie aux gens du pouvoir. Il y a certaines personnes du pouvoir qui sont indéboulonnables sur leurs idées. Pour eux, ils veulent garder le pouvoir à 100%. Mais il y a aussi une partie avec laquelle il faudra discuter de manière responsable et leur montrer qu'il y a une alternative. Tu vois les gens qui montent. Je vais juste vous montrer un petit peu autour du jardin. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tant que les mentalités ne laissent pas d'imposer l'Algérie, pays arabe, le changement radical est loin de se faire. Une démocratie de drones. Je vais vous montrer un petit peu autour du jardin et on continuera notre discussion. Comme ça, vous allez apprécier le jardin Hirak. Voilà. Je suis venu ici pour nettoyer. J'ai déjà nettoyé autour. Ici, c'est l'ail, comme vous voyez. L'ail qui a quand même grandi. Voilà. J'attends jusqu'au mois de juin, probablement fin mai, juin. Et je vais... tout ça, c'est de l'ail. J'ai commencé à travailler sur mes périmètres parce que j'ai mis des clous et nettoyé. Voilà, je fais des travaux. Cet espace... j'ai retourné le sol plusieurs fois. Je vais continuer à travailler ici et je commencerai à planter la semaine prochaine, week-end prochain. L'aneb, ça revient, vous voyez, et encore là. Vous voyez, voilà. Et ici, c'est les oignons. Vous voyez, les oignons verts, les petits oignons là.
à côté de l'ail. Là aussi, il y a les oignons. Et les oignons. Et tout ça, c'est de l'ail. J'ai planté ça au mois d'octobre dernier. Tu plantes et tu laisses. Tu n'arroses rien, tu laisses. Et ça vient tout seul. Je vais quand même vous montrer un petit peu. Je vais lire les commentaires des uns et des autres. Yes. Hey, hi, good morning. How are you? Yeah, garlic came out very... And in between I have also green onions. Yeah. Oh, that's good. And I left the left side. I turned the soil 2-3 times. And hopefully next weekend I will start have plenty of... We have plenty of time. Yeah. Definitely have plenty of time. It's a long season, which is nice. Because we can go October, November even. Yes, that's true. Yeah. That's true. So why, pace ourselves. Yeah. Hopefully I can come regularly this summer and do the work. Yeah, no, but it's good that you put the garlic in. That's why I tell everyone, even if you don't do anything else for the winter season, put the garlic in because you'll enjoy it. And when you pull it up in June. It's July. true. Yeah. It's easy and cheap. I put organic garlic. Yeah. I just put a few and. Yeah, no, it looks great. It You is. can tell that they're very healthy. Yeah. They overwinter. Probably by the end of May. May, June, yeah. June. They'll start dying back. Yeah. And you can kind of feel around. You can feel around or just pull one up to see what they look like. Yeah. They don't flop over like the onions do. Onions will flop over. The greens will flop over. This one is just kind of like you just have to decide how long. Yeah. Dig out one and look. Yeah. I would do that. Thank you. And don't pull. It's easier just to loosen the soil like with the Yeah. With your shovel. Yeah. Otherwise, if you pull, sometimes the bulb stays. Yeah. there and you just have the greens. That's right. I'm only saying that because I've done that multiple times. Yeah, that's right. Thank you for the advice. Yeah, you just want to pull it. It's like, oh no. Thank you. Take care. Thank you. You too. Bye bye. هذه واحدة جارتي me donnait des conseils sur l'ail. Apparemment, le jardin Hirak est le meilleur dans l'ail cette année. Nous allons avoir une très bonne récolte d'ail. Et je vais partager comme d'habitude avec les voisins, avec les amis, parce que j'en aurai plein. Alors, la démocratie de drone, ما تخافش حنا خاطينا الديمقراطية. مليحة هذه. La jeunesse souffre, le manque de justice et le manque d'opportunités, le désespoir. L'Algérie vit la terreur, fermeture totale. Aïe. Un petit commentaire, s'il te plaît, sur l'étendue de l'importance du mouvement dans les campus en faveur de la Palestine. Eh bien, écoutez, je connais Nasser. Ok, je vais parler de ça. C'est un sujet très important. Hier, j'allais partir et filmer un petit peu autour de campus de George Washington, Washington DC. Et malheureusement, j'ai eu un empêchement. Vendredi, pas hier, mais vendredi. Mais je vais parler de ça. Et au fait, vous pouvez aussi visionner une émission que j'avais faite mal Magharibiya. Justement, c'était, je pense jeudi ou la vendredi, l'émission Al-Mashhad, où j'ai parlé un petit peu de ce qui se passe avec les universités américaines. Je parlerai de ça. Je vais parler de ça tout de suite. Mais je vais finir l'idée hadith à la relation internationale. Donc, plutôt une information, et je reviendrai à cette information. Les managers
où les chefs d'entreprise ils regardent ce genre de trucs. Si vous êtes intéressé par une formation sur l'éducation, parce que j'ai fait une présentation sur l'éducation où j'ai utilisé le système AED, c'est-à-dire Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation. C'est un système à cycle à 5 phases tournantes, dynamiques, qu'on utilise pour former surtout les adultes et toutes les techniques qui sont utilisées pour ça. Ceux qui sont intéressés par la formation, envoyez-moi des messages et dès que je vois qu'il y a un groupe d'une dizaine de personnes, je vous ferai une formation gratuite. Comme je l'avais faite il y a 1 ou 2 ans, j'avais fait plusieurs formations à des jeunes Algériens sur le processus de décision, de prise de décision collective. On avait fait aussi des petites formations sur la résolution des conflits et je vais reprendre ce genre de petites formations. Celui qui est intéressé, il bat-li sur Messenger et on formera un groupe et on fera des formations fermées de quelques heures, peut-être à peu près étalées sur à peu près une dizaine d'heures ou un petit peu moins. Et je vais expliquer un petit peu comment on développe le programme de formation, curriculum development, les techniques de formation. Ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un message et on organisera un petit groupe et on fera une petite formation et je vais partager avec vous ces techniques. C'est mon travail, mais pour le Hirak, je le ferai avec plaisir, je le ferai gratuitement pour vous. Ça, c'est l'information. Maintenant, par rapport à ce qui se passe dans les universités, le Hirak ou bien Nahda, Intifada plutôt, les universités américaines. Je m'excuse pour les lunettes parce qu'il y a le soleil et j'avais les allergies, je ne peux pas enlever les lunettes. Mais je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé les universités. Bon, ce qui se passe dans les universités, c'est quelque chose qui j'espère va continuer. Et si ça continue, ça va avoir un impact extraordinaire. On a beaucoup parlé de résilience et là on est en train de tester la résilience des étudiants américains par rapport à ça. Les universités américaines. Les universités américaines, c'est des universités qui sont semi-publiques et des universités privées. Les universités publiques n'existent pas. Il y a toujours un financement qui vient de l'extérieur, soit des donations, soit des contributions vers les élèves, soit les entreprises qui donnent l'argent, les fondations, etc., etc. Et dans le passé, dans les années 40, 50, surtout 50, 60, on a vu un mouvement des universités pour l'émancipation des Noirs américains. Les Noirs américains, ce n'est pas que Martin Luther King. C'est vrai, Martin Luther King, c'est le plus fameux, mais il y avait surtout le mouvement populaire étudiant qui avait poussé pour l'émancipation et la libération et les droits civiques des les Américains, Noirs américains, ici aux États-Unis. Et ils avaient milité pendant des années. C'est le mouvement estudiantin dans les universités américaines qui a poussé l'administration américaine, le pouvoir américain, à changer de politique et aux Africains d'accéder à leur émancipation, à leur indépendance et à leurs droits civiques, etc., etc. Dans les années 70, c'était la guerre du Vietnam, au plus haut de son sommet, comme on dit, au climax du Vietnam, là où, comme on dit, le game changer, ce qui a changé la donne qui a changé le jeu et la politique américaine par rapport au Vietnam, c'est les soulèvements des étudiants dans les universités
qui ont dit basta, ça suffit, on ne veut plus de cette guerre du Vietnam, ça ne nous concerne pas, il faut sortir du Vietnam et les universités ont fait ça. Le troisième événement qui a évolué et qui avait dramatiquement changé les choses à cause ou grâce aux universités, c'est les années 80 et 90 avec l'apartheid. L'apartheid, le régime raciste apartheid à l'Afrique du Sud, qui était très solide, très puissant, qui avait des ramifications dans la société américaine, et les Américains étaient à fond, les entreprises américaines surtout, et les gouvernements américains étaient à fond pour l'apartheid contre les Noirs de l'Afrique du Sud. Mais quand les universités se sont soulevées, l'apartheid était tombé après quelques mois, ça avait pris moins d'1 an. Alors, vous voyez l'importance des universités. Mais on parle de ça, mais on ne dit pas le fond. Et d'ailleurs, j'étais déçu, j'en ai parlé un petit peu pendant l'émission, mais j'ai été déçu que les télés ne couvrent pas, surtout les télévisions arabes. Les universités américaines, comme je disais, c'est des berceaux de la civilisation, du développement des États-Unis. Tout se fait, tout se réfléchit dans les universités. Les think tanks, les instituts, ils dépendent des universités. Les grands dirigeants, ils sortent d'universités. Les décisions économiques, les décisions politiques, le Congrès, tout ce que vous voulez, ce sont les universités américaines. Ça, c'est un fait qui est connu, tout le monde connaît ça. Mais il y a une chose que peut-être le grand public ne connaît pas, surtout le public à l'extérieur des États-Unis, c'est que les universités américaines, elles ne se contentent pas d'enseigner, elles ne se contentent pas de former, elles font autre chose qui est très 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 important. Et surtout l'université de Columbia. Columbia University à New York est un des acteurs financiers les plus importants aux États-Unis. L'argent. Les Américains disent « Show me the money, show me the Benjamins ». Montrez-moi l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si vous contrôlez l'argent, et c'est pour ça que les sionistes ont compris ça, ils essayent de s'introduire dans tous les cercles financiers. Eh bien, les universités américaines, ce sont des plateformes financières extraordinaires. Ce qui avait fait chuter l'apartheid en Afrique du Sud, c'était justement l'université comme l'université de Columbia avait retiré ses investissements de l'Afrique du Sud, avait incité pour que les entreprises américaines retirent leur investissement de l'Afrique du Sud, les banques, pour arrêter. Et c'est ça qui fait mal. Et c'est ça qui fait mal aux sionistes. Ils ont peur parce que les étudiants ont commencé à appeler et à exiger que les universités américaines retirent leur investissement et leur coopération avec les universités israéliennes. Et c'est là où maintenant ils ont peur. Toutes les manifestations qu'on a eues, même à l'intérieur du Congrès, à l'extérieur du Congrès, dans Washington, au Texas, dans New York, ça n'a pas influencé ou très peu gêné le pouvoir américain et leurs supporters sionistes. Mais dès que ça a commencé dans les universités américaines et surtout l'appel à la cessation de toutes les activités académiques et financières avec l'État sioniste, et là ça fait mal, là ça leur fait peur. Et si ça continue, ça va vraiment influencer sur les décisions politiques américaines. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, le Congrès se mêle de manière directe et irresponsable en exigeant que les directeurs et les présidents d'université appellent la police à déloger les manifestants. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été... ça s'est vu dans les années 60, comme on disait, parce que quand ils voient que l'université commence à leur faire mal, là, ils s'inquiètent, ils paniquent, et les règles démocratiques changent. Les règles démocratiques avec lesquelles ils chantent
qui sont les plus grands démocrates, et bien là, ce n'est plus le cas parce que l'université est très très importante aux États-Unis et elle a des influences très très importantes. Et c'est ça ce qui se passe ici aux États-Unis. Le mouvement maintenant est lancé. Est-ce qu'il y aura l'endurance? Est-ce qu'ils vont continuer en dépit de toutes les menaces, en dépit de toutes les pressions, parce que des étudiants ont été déjà renvoyés de l'université, leurs bourses d'études ont été bloquées parce que le Sénat peut faire ça. On va voir ce qui va se passer. Autre chose, ce n'est pas que les universités, je veux dire, ce n'est pas que les étudiants, il y a aussi beaucoup de professeurs qui sont avec eux. Et malheureusement, justement, Xavier qui parlait de l'élite arabe, beaucoup d'entre eux, malheureusement, Allah yakhzihum, c'est la honte, même ici aux États-Unis. La présidente de l'université de Columbia, elle profite de tous les avantages que l'Amérique lui donne. C'est une Égyptienne qui a bénéficié de tout. Elle est très compétente, là j'en discute pas. Mais l'éducation, c'est pas les compétences, c'est ce que vous avez dans le cœur. Et dans le cœur et au fond de sa tête, elle réfléchit comme une petite élite de merde d'Égypte. Je n'insulte pas l'élite égyptienne, il y a des bons parmi eux, mais elle est comme le safaga taouana. Elle a obéi aux ordres du Congrès et elle a appelé la police à intervenir dans le campus de l'université de Columbia. Quelle honte! Et voilà l'élite arabe, même ici aux États-Unis. Et entre guillemets, ce que j'avais dit, entre parenthèses, ce que j'avais dit pendant l'émission sur les universités, justement, sur le Hirak des universités américaines, j'ai dit même pour nous, le Hirak algérien, il y a 2 universitaires algériens ici aux États-Unis qui ont publiquement supporté le Hirak. Chapeau bas, professeur Nordin Melikchi, que je salue, et professeur Houari Abdi. Les autres, c'est des moins que rien, c'est de la merde. Vous êtes fiers, vous avez des professeurs algériens ici. Ils n'ont rien d'algérien. Ils n'ont rien d'algérien parce qu'ils ne supportent pas la démocratie en Algérie. Et quand vous n'avez pas ces valeurs universelles, valeurs intrinsèques quant à votre identité d'élite, c'est pas parce que vous êtes un grand mathématicien ou physicien que vous êtes bien. Si vous n'avez pas ces valeurs humaines, humanistes, c'est pas la peine. Et malheureusement, nous, on a été déçus. Moi-même, j'ai travaillé avec un groupe pour discuter de ça, justement. Quelle déception! Quelle déception! Des docteurs ici, des Algériens aux États-Unis que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, docteurs, ingénieurs, tout ce qui les intéresse, c'est que l'ambassade leur ouvre les portes, qu'ils aient des opportunités en Algérie, qu'ils deviennent ministres et qui... J'ai pas envie de parler de cette vermine, j'ai aucun respect pour ces gens-là. Voilà, c'est ça l'université américaine et j'espère que ce mouvement universitaire va continuer. Et si ça continue, là, it's a game changer, comme on dit. C'est ça qui va faire changer les choses. D'autres commentaires? Je suis en train de lire les commentaires. Alors, il dit, alaykoum salam, même les grands projets de recherche se font en partenariat avec les universités, contrairement à la France. Oui, bien sûr. Hnaya, justement, pour ceux qui sont intéressés par un petit workshop, comme on dit, cet atelier sur la formation, contactez-moi, je vais vous montrer
un peu comment on travaille avec les universités, travaille avec les entreprises. Pour être à la page, pour que l'étudiant, quand il vient, on ne va pas lui apprendre des choses qui sont devenues, comme on dit, obsolètes, c'est-à-dire caduques, qui n'intéressent plus l'entreprise. Il y a par exemple un programme qu'on appelle STEM Programme pour les lycées. Les gens à partir de la première année du lycée, même la dernière année du moyen, il y a un programme STEM où on les prépare à aller, au lieu d'aller dans les universités, ils vont dans ce qu'on appelle les collèges. Les collèges ici, ce sont les universités techniques où il y a un petit peu le travail technique et ils sont formés. Et après ça, quand ils ont un diplôme après 2 ans, ils peuvent accéder automatiquement aux universités, mais au moins, ils n'auront pas perdu leur temps. Après 2 ans, ils ont une formation professionnelle et une formation universitaire, les deux. C'est comme le BTS en France, mais plus élevé. Le BTS, c'est difficile de faire une licence ou une maîtrise avec le BTS, il faut avoir des moyennes, etc. Ici, non, quand tu vas au collège, il suffit d'avoir le diplôme, après tu vas à l'université, mais au moins, tu as ce degré technique qui te permet de travailler. Et je vais expliquer ça dans cette formation pour ceux qui sont intéressés. La vie en Algérie, c'est l'enfer à cause du régime criminel. Est-ce que les grandes universités, Harvard, Yale, Columbia, Berkeley, sont dans ce mouvement? Oui, absolument. Toutes les universités, à peu près, il y a, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours, c'était 16, je pense que c'est monté à peu près à une vingtaine d'universités. Columbia en fait partie, Harvard en fait partie, MIT en fait partie, George Washington en fait partie, Berkeley en fait partie, l'université de North Carolina en fait partie, l'université de Texas elle en fait partie, donc à peu près une vingtaine, peut-être un peu plus maintenant. Oui, le peuple algérien va se soulever bientôt, Inch'Allah. Tu as le feu sacré. Shukran. Ah, Simchiri, Salim Tawaran, wa alaykum salam. Salim Dafi, wa alaykum salam. État civil, pas militaire. Wa alaykum salam, Khouyazaoui. Donc voilà, on a parlé un petit peu de plusieurs sujets. On a parlé de la géopolitique, la géostratégie. J'ai expliqué pourquoi la France a des relations un petit peu bizarres avec le régime algérien et le régime marocain. Et on a parlé de l'intifada des étudiants américains pour Gaza. Et j'ai montré un petit peu le jardin Tal Hirak. Et voilà, maintenant merci. Vous voyez, aujourd'hui il fait beau. Je perds la voix, donc une petite gorgée d'eau. S'il y a d'autres commentaires ou là des questions. Sinon, je vais vous montrer encore une fois le jardin Hirak et comment ça fonctionne. Voilà. Ya Rabbi, bismillah. Voilà. C'est ça le jardin Hirak. Plein d'ail. Cette année, je vais récolter beaucoup d'ail. Il y a certaines gousses qui sont déjà assez larges, mais je ne vais pas les sortir maintenant. On va attendre. J'ai planté aussi un peu d'oignons, oignons verts. Et là, je prépare ces périmètres pour planter la tomate, le poivron, le concombre. Tout ça, je vais le faire le week-end prochain. Voilà, je faisais un petit peu les périmètres pour les consolider, pour que quand il y a l'eau, ça ne tombe pas. Voilà, tout ça, ce sont mes voisins. Donc,
C'est comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs personnes qui ont leur périmètre. Hey, good morning, how are you? Hey, good morning. لا كيما نقول لكم احنا في بلاد الشناوة هذو يخدموا هنايا سون سيريو. Il y en a qui ont des périmètres comme le mien. Et là, au fond, c'est là où on a l'eau. Vous voyez là le tuyau d'arrosage. Donc, on paye $140 l'année. Nous avons le périmètre avec le mulch et nous avons l'eau. Vous voyez ici l'eau. Voilà, c'est ici on a le robinet d'eau et nous avons des tuyaux. Et vous venez ici et selon le côté où il y a votre périmètre, par exemple vous fermez celui-là il a ouvert, comme ça c'est ouvert et là l'eau elle va et on va suivre l'eau et les gens arrosent. Et les gens sont disciplinés, de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Ça fait partie de l'éthique et de l'éducation. Pour ceux qui parlaient de l'éducation, quand vous avez fini, au lieu de laisser les choses, eh ben vous rangez. Tout le monde range ses affaires et tout le monde, quand vous avez fini, vous voyez là le tuyau, vous fermez le robinet. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Good morning, how are you? Good, how are you doing? Good, thanks. Warm today, isn't it? Too much, I know. too much. Heading back home, I'm done. Yeah, I know. I'm almost done. هذا جاري ثاني il partage avec moi, il me donne pas mal de choses. Voilà, il y a les gens qui ont leur truc. Voilà, et ça c'est... J'avais le criteau, vous voyez là, qui est tombé. Je vais le remettre. J'avais accroché le panneau Hirak, je vais le remettre comme ça. Les gens le lisent sur le Hirak. Je vais lire les derniers commentaires et وش يقول الأخ؟ هل أنت صح تابع لفيس؟ لا. مختار يقول je ne fais pas partie ni du FIS ni d'aucun parti politique. Non. Je peux te le dire, je participe aux émissions Al Magharibia, mais ça ne veut pas dire que je fais absolument pas. Je ne fais pas partie du FIS et je ne supporte pas FIS, pour te dire. Donc c'est clair et net. J'ai jamais été supporter du FIS. Ni du Rachad, ni du MDA, ni de FLN, ni du quoi que ce soit. Voilà, c'est clair. Comme ça, il n'y a pas de doute. D'autres questions? Gloire aux résistants en Palestine, absolument. الله يسلمك خويا سليم. Voilà, l'Akh Mokhtar, comme ça ma réponse est claire, non, je ne fais pas partie du FIS, absolument pas. Voilà. Je
pense que j'ai répondu à tous les commentaires, à toutes les questions. L'entraide, oui, absolument, Khoya Ahmed, l'entraide, le civisme, le respect, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on avancera. Et donc l'information que j'ai donnée aujourd'hui, c'est les gens qui sont intéressés par une formation pour adultes. C'est surtout les éducateurs. Si vous êtes éducateur, si vous êtes formateur et vous avez envie de participer ou là vous formez votre groupe, contactez-moi et on fera une petite formation sur Zoom ou là sur une autre plateforme et je partagerai avec vous ce que je fais, ce que je connais, le matériel que j'ai, que vous pouvez utiliser. On fera quelques activités, quelques exercices et c'est quelque chose de très très utile. Comme ça vous serez à la page pour voir un petit peu comment se fait la formation pour adultes ici aux États-Unis, que ce soit au niveau des universités ou là au niveau des centres de formation, les deux. Voilà. Merci beaucoup, barakallahu fikum, pour votre participation. Merci pour les encouragements. Merci pour les commentaires. S'il y a d'autres commentaires, envoyez-les moi. Sur Messenger, je vérifie les messages. Des fois, ça part dans ce qu'on appelle spam, donc je ne les lis pas tout de suite. Mais régulièrement, je vérifie la boîte Messenger TI. Et ceux qui veulent me contacter par rapport à cette formation pour adultes, ça sera avec plaisir. Je suis disponible surtout le mois d'avril et mai, mais à partir de fin mai, pour le Zoom, c'est quand? Je ne sais pas. Ahmed ou les autres, envoyez-moi un message. Dites-moi brièvement c'est quoi votre background, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre formation. Cette formation est destinée aux formateurs, elle est destinée aux enseignants. C'est pour qu'on parle des techniques d'enseignement des adultes. Parce que ici nous utilisons des techniques qui ne coûtent pas cher, qui ne coûtent rien. Je vais partager avec vous quelques informations, quelques activités. Moi, quand je rentre en classe pour enseigner, je rentre comme si j'avais une boîte à outils. Et ma boîte à outils, ce sont les boîtes à activités, les boîtes à idées. Comment rendre la classe intéressante aux étudiants? Comment rendre l'étudiant intéressé, actif, engagé, où ils se sentent responsables. Comment organiser votre classe où le programme est centré autour de l'intérêt de l'élève. On appelle ce qu'on appelle, chez nous, on appelle KSA. K stands for knowledge, S it's skills, and A it's attitude or abilities. Et ça veut dire savoir, compétence et l'attitude. C'est-à-dire le comportement de l'élève dans la classe. Il apporte ça, il vient avec ce bagage et nous utilisons ce bagage dans l'analyse pour créer la classe. Et la classe et le matériel de la classe et l'enseignement de la classe est créé autour de l'élève, de sa personnalité, de son bagage, de son background, de ce qu'il connaît et de ce qui l'intéresse pour son travail. C'est pour ça qu'on fait aussi des analyses par rapport au travail. Qu'est-ce qui se fait en entreprise? Et Xavier qui disait la recherche se fait avec les entreprises. Absolument. Absolument. Là, en ce moment, j'ai fini un article académique qui va bientôt sortir, Inch'Allah. It's a peer-reviewed article. Ça veut dire qu'ils sont en train de le corriger. Et je l'ai envoyé à une université. Et dès que ça sort, je vais le partager. C'est sur les relations internationales en Afrique. Et justement, il a fallu que je montre l'intérêt de ce papier par rapport
aux décideurs, decision making process for policy making decision في Washington. Et vous serez surpris, c'est pas n'importe quelle université qui va publier cet article. Inch'Allah, ils l'ont accepté. Maintenant, ils ont déjà fait 2 révisions. C'est comment ça se passe. Quand vous articulez un article, il n'est pas publié automatiquement. Quand vous allez dans une revue scientifique, ils font une révision. Il y a 2 professeurs qui lisent votre papier et qui vous font des remarques. Moi, ils m'ont déjà fait 2 fois de révision. Je l'ai renvoyé pour la 3e fois. Inch'Allah, peut-être qu'ils vont encore me demander d'autres révisions, mais Inch'Allah, ça marchera. Et je partagerai l'article avec vous. Et à très bientôt. Merci pour votre participation. Barakallahu fikum et à très bientôt. Ciao.